Il est des personnes qui ressentent au fond d'elles-mêmes que le cœur est le plus sûr chemin de la réussite. Alice Pauly est de ces êtres-là. Découvreuse d'artistes amenés à compter parmi les plus appréciés de la planète, elle a d'abord été émue par leur création et est ainsi entrée dans l'univers des galeristes, contribuant à la diffusion de chefs-d'œuvre contemporains. Octobre 2019, le nouveau musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne ouvre ses portes et dévoile des œuvres prestigieuses. À l'entrée, un arbre de bronze majestueux, signé Giuseppe Pennone. Il y a peu, cette œuvre était encore dans le jardin d'Alice Pauly. Elle côtoyait alors d'autres merveilles de l'art contemporain. Éclosion d'un monde issu d'une soif artistique hors du commun. L'éblouissante collection qui enveloppe le quotidien d'Alice Pauly est le reflet de sa surprenante destinée. Dans les années 40, après une formation commerciale, Alice, née en 1922, travaille dans l'horlogerie, mais sa réelle passion est ailleurs. J'ai passé tout mon temps dans les musées. J'étais en Amérique et les gens avec qui je travaillais, c'était des Russes. Ils aimaient aussi beaucoup l'art et je visitais beaucoup le musée. Je travaillais pour une société américaine et je donnais, Pierre Pauly était un graphiste, et j'arrivais de New York pour lui donner le catalogue à faire sur les produits que vendait la société américaine. Je rentrais de voyage professionnel aux États-Unis et je me suis arrêtée à Londres et j'ai vu la première exposition de tapisserie ancienne. Je ne connaissais pas la tapisserie. Et en 1953, il y avait des choses qui m'intéressaient beaucoup. Et j'arrive à Lausanne et je dis, à ce moment-là, je n'étais pas mariée, mon fiancé, je lui dis, tu sais, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est la tapisserie. Je viens de voir une exposition qui m'interpelle beaucoup. Et puis, il me dit, mais écoute, téléphone directement à l'artiste Lursa, tu verras bien. Je lui téléphone et il ne me connaissait pas. Je lui dis, écoutez, monsieur Lursa, je m'intéresse beaucoup au développement de la tapisserie actuelle. J'aimerais vous rencontrer. Le peintre français Jean Lursa appartenait à un mouvement d'artistes qui, avant les années 20 déjà, œuvrait à la renaissance de la tapisserie. Le savoir-faire qui avait permis la création de pièces telles que la licorne au XVe siècle, aujourd'hui conservée à Aubusson, s'était perdu. L'art de la tapisserie, pratiqué au tournant du XXe siècle, tendait à imiter la peinture, avec du grain fin et de multiples couleurs permettant des réalisations quasi photographiques. Jean Lursa voulait au contraire retrouver le gros grain de la tapisserie ancienne et diminuer le nombre de couleurs. Dans cette mouvance, l'artiste crée lui-même son carton de tapisserie et le lissier exécute fidèlement le tissage. Mais s'il renouait avec la tradition du tissage, Jean Lursa n'en était pas moins un innovateur flamboyant, et c'est ce qui enchantait le couple Pauly. Alors que ni Alice, déléguée commerciale dans l'horlogerie, ni Pierre, son époux, graphiste, n'ont la moindre expérience de galeriste ou de muséographe, leur passion et leur intuition vont avoir un tel pouvoir de persuasion que Jean Lursa leur fera confiance et qu'ils créeront ensemble, en 1961, le CITAM, le Centre international de la tapisserie ancienne et moderne, avec le soutien de la ville de Lausanne.
La rencontre entre Lursa, Alice et Pierre Poli, ça va être le point de départ de toute une aventure qui va rayonner à partir de Lausanne, avec notamment l'idée de créer rapidement un événement de portée internationale que seront les Biennales de Lausanne et qui vont permettre d'avoir une actualité, un instantané de l'actualité mondiale de la tapisserie. La première biennale internationale de la tapisserie à Lausanne voit le jour en 1962. On y contemple le travail d'artistes renommés comme Lursa ou Le Corbusier. Picasso lui-même, lors de l'édition suivante de 1965, présentera les clones en tapisserie. Mais les époux Poli vont ouvrir une brèche inattendue en invitant des artistes peu connus qui vont bousculer et déranger l'art contemporain, même celui que l'on disait innovateur. Dès la première édition, on voit monter des différences d'approche que je pense que l'URSA n'avait pas forcément estimées, mais que les organisateurs et Alice Poli, eux, vont tout à fait voir, identifier et absolument pas rejeter, au contraire, puisque je pense que tout de suite, ils ont compris que l'avenir de la tapisserie passait aussi par cette pluralité d'expressions, dont parfois la rencontre à Lausanne va être un petit peu frictionnelle, on pourrait dire, mais qui montre toute sa richesse et sa fécondité. Ainsi, la Polonaise Magdalena Abakanowicz rompt avec les règles admises. À la place d'avoir un peintre, un cartonnier et des lissiers, on va avoir une personne qui, chez elle, souvent sans projet initial peint, sans carton et sans métier même parfois, va créer une œuvre textile avec les matériaux qu'elle a sous la main. C'est une tradition en Pologne. Les femmes tissaient dans leur cave. C'était une tradition, la tapisserie en Pologne. C'était très artistique, mais en même temps très artisanal. Les contestations artistiques de cette époque, les créations innovantes, auront un tel retentissement qu'un demi-siècle plus tard, en été 2019, la Cité internationale de la tapisserie à Aubusson fait une exposition dédiée au Biennale de Lausanne, concentrée exclusivement sur les années 60. Conçu en collaboration étroite avec la fondation Toms Poli, ce déploiement d'œuvres historiques fait revivre les enjeux de l'art textile. À la troisième édition, ça va être pour la première fois une Suisse, Elsie Gioc, qui va, avec sa colonne aux couleurs qui chantent, sortir la tapisserie du mur et dire mais pourquoi une tapisserie, ça serait forcément bidimensionnel et plaqué au mur? Et pourquoi ça ne serait pas tridimensionnel et pourquoi ça ne flotterait pas dans l'espace? Et oui, pourquoi pas? Et à la biennale suivante, Magdalena Abakanowicz, révélée par ces biennales, soutenue par les époux Poli, avec cette vision que l'on a de l'avenir qu'elle incarne, Magdalena Abakanowicz va sortir cet abacan qui va être le choc, l'image iconique de la quatrième biennale, de la biennale de 69, et apporter encore un autre coup de boutoir.
Je pense que les biennales de Lausanne ont été très très importantes pour la diffusion des tapisseries, parce qu'elles s'occupaient internationalement, aussi bien du Japon que des États-Unis, de toute l'Europe. Le centre de la tapisserie de Lausanne couvrait un petit peu tout ce qui se faisait dans l'art contemporain en tapisserie. Alice Pauly a su avoir une vision à long terme et elle a bien su identifier ce mouvement qui est devenu le mouvement du fiber art comme étant un mouvement qui n'allait pas être une passade de l'histoire de l'art, mais véritablement un mouvement d'avenir. En 1962, l'année même des premières biennales, Alice Pauly fonde sa propre galerie, qui s'établira dans le quartier du Flon en 1990, au moment où son fils Olivier la rejoindra. Il aura aussitôt l'ambition d'accueillir un des plus grands peintres contemporains, Pierre Soulages. On le suivait déjà dans les expositions et je ne savais pas comment l'approcher. Et c'est Olivier qui a écrit une lettre très extraordinaire à Soulages. Et je vous dis, après, il envoie cette lettre et un jour on sonne à la porte. Monsieur et Madame Soulages, ils ont voulu nous surprendre pour voir. Le fait de déplacer la galerie Alice Pauly et de la situer au Flon, c'était audacieux, mais c'est une idée d'Olivier. Je ne sais pas si Alice l'aurait pensé seule, mais Olivier a vu l'intérêt que cela avait, et au fond, je peux même dire que la galerie Alice Pauly a été un déclic, un signe du départ de ce quartier comme quartier intéressant culturellement pour la ville de Lausanne. Il fallait, disons, pour lancer l'art dans le Flon, il fallait quelqu'un comme Soulages. Avec un artiste moins renommé, vous n'auriez pas eu le même retentissement. Or, on arrive avec la première exposition, Soulages, des grands tableaux, déjà, et ça avait beaucoup impressionné. Je vous dis, à l'ouverture, il y avait tout Paris qui était là. C'était... Puis en fait, c'était le début des œuvres d'art dans les centres commerciaux, dans les entrepôts, mais c'était partout. C'était Paris, c'était New York. C'est là qu'il y avait les locaux de grandeur suffisante pour les grands tableaux, les grandes œuvres, les sculptures. En fait, ça a été tout un début très intéressant. J'ai toujours admiré le courage et l'intelligence d'Alice. Un regard sur la peinture qui est hors de sa valeur vénale. Qu'est-ce qu'elle révèle, celle-là ? La qualité artistique, c'est ce qui prime d'abord pour elle. Et il se trouve que cette qualité a été reconnue. Et non seulement reconnue, mais les choix qu'elle avait faits dès le départ, qui étaient des choix courageux, vous voyez, sont devenus des choix remarquables. Et les expressions qu'elle a faites ont attiré le regard des vrais collectionneurs. Alice Pauly ne vendra jamais le premier tableau de Soulages qu'elle a acquis. Il orne son salon et continue de l'inspirer de jour en jour. Si l'œuvre me plaît, je ne me préoccupe pas de la valeur financière. Il y a du reste ici beaucoup d'œuvres que j'ai achetées pour nous, qui n'étaient pas du tout destinées à la vente, pas du tout. Elle est capable de faire partager, en tout cas, ce qu'elle aime. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et elle a un pouvoir de persuasion qui est très grand. Et puis, pour moi, c'est devenu progressivement une amie. Et c'est un des plus anciens marchands que j'ai, d'ailleurs. Ce qui fascine Alice Pauly chez Soulages, c'est que sur un même tableau,
le noir vit et change constamment. Le noir, pour moi, n'est que le support de la lumière. Ce qui importe, c'est la lumière, telle que le noir la renvoie. J'avais 5 ou 6 ans, à peine, lorsque on m'a surpris en train de tremper mon pinceau dans la criée et peindre avec. C'est ce que je préférais. Tout le monde savait que ma préférence, c'était le noir, la criée, carrément. Et une amie, je crois, de ma sœur, m'a dit « Qu'est-ce que tu fais là, mon petit Pierre ?» Mon papier était couvert de traits noirs et de taches. Et j'ai répondu « De la neige ». Quand on qualifie votre art, on dit loutre noir. C'est un mot que j'ai inventé à la suite de commentaires favorables sur ma peinture. Si on bouge, le tableau s'éclaire d'une manière différente. Mais ce qui compte, ce n'est pas ce côté optique que je décris là. Ce qui compte, c'est ce qui se passe à l'intérieur de la personne et le champ mental qui est atteint. La peinture, c'est une affaire de champ mental, et non pas une affaire d'optique. C'est pour ça que j'ai trouvé qu'il était mieux. Le mot outre-noir, au-delà du noir, c'est un autre pays. Comme Outre-Manche est un pays, Outre-Rhin est un pays, mais Outre-Noir est un autre pays. Pierre Soulages a 100 ans en 2019. Sur sa terrasse qui domine la mer, dans les hauteurs du mont Saint-Clair à Sète, il nous confie être impressionné par la prestigieuse exposition que le Louvre s'apprête à lui consacrer. La porte de l'atelier à peine ouverte, une odeur de peinture s'exhale. Je suis à l'atelier tous les jours et je peins régulièrement. Près des pinceaux rincés, un évier et des murs maculés de noir. C'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche. Je ne sais pas ce que je cherche. Peu de personnes ont su communiquer la dimension créative de Pierre Soulages mieux que ne l'a fait Alice Pauly. Il la qualifie lui-même d'ambassadrice de haut niveau. Elle voit grand, elle voit que les plus grands artistes qui sont dignes de faire partie de sa galerie. Elle voit grand et elle voit loin. Il y a cette ténacité, ce bout de femme qui veut arriver, qui veut leur arracher les meilleures œuvres pour la foire de Bâle, pour sa galerie. C'est une négociatrice absolument excellente et si elle veut quelque chose, elle lâche pas prise. Et ça aussi, les artistes le respectent. Je les connais par la documentation avant d'aller les trouver. Parce que pour aller les trouver, il faut savoir de quoi on veut parler. Alors, par exemple, Pénone, je connaissais déjà très bien tout ce qu'il faisait et j'avais envie de le connaître. J'étais fascinée par Pénone. Et je lui écrivais, et jamais de réponse. Je travaillais avec certaines galeries, pas beaucoup de galeries, et alors j'étais un peu incertain sur commencer à travailler avec elle, parce que quand on commence à travailler avec une galerie, après il y a tout un certain nombre de choses c'est un peu comme un mariage. Et là j'avais des doutes. Il fallait une référence. Pénone ne voulait pas travailler avec quelqu'un qu'il ne connaissait pas, et il fallait que quelqu'un m'introduise. Et c'est Claude Berry qui m'a introduit chez Pénone. Et un jour, je reçois un coup de téléphone de Claude Berry, le cinéaste, qui
qui m'a dit tu dois faire une expo avec, tu dois travailler avec Alice, tu dois faire une expo avec Alice Poli. Et la raison était que, c'est un peu rigolo parce que la raison était que Claude Berry il avait un intérêt sur Suter. Il voulait acheter des œuvres de Louis Suter et Alice lui a posé comme condition. Je lui dis, écoutez, je vous vends ce Suter à condition que vous m'amenez Pennon. Il prend le téléphone. Et là, il lui dit, tu es complètement idiot. Alice Poli t'écrit, elle veut faire une exposition. Tu te donnes même pas la peine de lui répondre. 3 jours après, il était là. J'ai vu que c'était une dame très honnête, ça c'était évident. Après, elle a un visage qui est magnifique, avec ses yeux étonnés comme un enfant qui voit, qui regarde la réalité qui l'entoure émerveillée. C'est ce regard qu'elle a vis-à-vis des œuvres. Et ça, c'était quelque chose de très, très positif, très intéressant. Pour moi, elle m'a amené de l'énergie que j'ai pu introduire dans l'œuvre. Je parle d'énergie économique. Et c'est là que j'ai commencé les fusions de grands arbres en bronze. Bien sûr, ce n'était pas seulement son travail, mais c'est en partie grâce à elle si je peux pu faire et évoluer le travail vers ces grandes sculptures. Comme l'œuvre est faite pour durer dans le temps, j'ai essayé de réfléchir aux matériaux qui étaient stables. Parce qu'une œuvre, elle a besoin d'être stable. Une œuvre physique, qu'elle occupe un espace physique, elle a besoin, pour être vue, de résister au temps, d'être présent dans le temps. Et les matériaux qui nous rassurent dans ce sens sont des matériaux comme le bronze, le marbre, la terre cuite. Il y a tous les matériaux traditionnels de la sculpture. Par exemple, je crois, un des intérêts que Mme Poli a eu vers mon travail, c'est le fait que j'utilise des matériaux qui sont liés à l'histoire de l'art et à la tradition de la sculpture. Je poursuis une idée, je poursuis un projet sans connaître la destination de l'œuvre. La réflexion, c'était sur la forme de l'arbre. Il déploie ses feuilles pour capturer la lumière et la forme une des formes les plus efficaces, c'est la forme sphérique. Et à partir de ça, j'ai fait un travail où il y avait une sphère en granit qui devient un poids pour souligner la force de la lumière qui fait grandir l'arbre en contraposition à la force de gravité. Et l'autre aspect qui était cette idée de volume sphérique des feuilles de l'arbre. Lors d'une visite chez Pennon, dans un ancien atelier, sous la table, je vois un truc rouler. J'ai dit, j'aimerais bien voir ce que c'est. Puis il me dit, oh, c'est pas terminé, c'est pas abouti. Puis j'ai dit, écoutez, pour moi, j'aimerais la voir. Et je vois un jeune homme qui n'est plus là, qui est parti. Mais ce tableau a une signification pour moi. Et j'ai dû attendre 3 ans. J'avais fait 2-3 seulement de ces œuvres-là, alors je gardais, je me disais peut-être si j'ai besoin de faire une expo, je l'œuvre pour l'expo. Si je la vends après, c'est peut-être plus compliqué de l'avoir pour un prêt. J'avais fait 2-3 œuvres qui avaient cette technique, qui était un dessin, qui était fait avec des points. La toile était percée par derrière, c'était des épingles qui sortaient du tableau pour souligner un sujet à l'intérieur du dessin. Et ça a été le dessin de base, et j'avais fait cette ombre, cette silhouette, qui est un peu le reflet qu'on a dans les yeux quand on regarde une personne.
Et 3 ans après, il me dit, je vais vous montrer quelque chose. Et il m'a montré cette peinture, qui est une merveille. À ce moment-là, j'avais perdu Olivier. C'est un personnage qui part comme ça, dans la nature. C'est un gros tableau qui est dans mon salon. Et pour moi, c'est mon fils qui est parti. Alice Pauly, c'est un ami depuis 30 ans. C'est-à-dire, je me souviens, quand j'avais mon atelier en ville, à Barcelone, elle est arrivée un jour avec Olivier. Olivier, c'était son fils. On avait la même âge, on a développé une énorme amitié. Mais Alice a resté toujours comme la seconde mère. C'est vraiment une femme qui a eu un rôle très influent sur ma vie. Cet atelier où vous êtes maintenant, c'est un atelier où je travaille depuis plus de 20 ans. C'est un endroit très industriel, un peu éloigné du centre-ville, très proche de l'aéroport, c'est un endroit que ça m'importe beaucoup, c'est ma connexion avec le reste. Et je crois que c'est un endroit neutre, où il faut vraiment travailler dur pour créer la beauté. La galerie a un côté très important parce qu'il te donne une certaine base matérielle pour fabriquer, pour travailler, pour vivre. C'est-à-dire, je sais que c'est le côté plus réaliste de tout, mais la galerie est nécessaire. Et normalement, au minimum dans mon cas, la galerie doit être un ami. Je ne suis pas capable de travailler avec quelqu'un si on n'est pas des amis. Et Alice Pauly a marqué très bien ce chemin, dans cette façon d'amitié. J'ai grandi dans une maison pleine de livres, de textes, et que j'ai fait sortir des années plus tard dans mon travail. Et surtout, avec la musique, mon père jouait un piano vertical qui était toujours là. Et quand j'avais des problèmes à la maison, quand j'étais enfant, 3 ans, je me cachais dedans. Et quelquefois, mon père a joué sans savoir que j'étais dedans. Et je crois que grâce à ça, je suis sculpteur. Parce que je sentais la vibration de la matière. Je crois que la sculpture, ce n'est pas un problème d'objet ou de volume, c'est un problème de vibration de la matière. La vie normale, il tatue sur ta peau en permanence des textes. Chaque expérience, chaque personne que tu connais, chaque expérience positive ou négative, il reste tous les textes. Ce sont des textes invisibles, mais tout d'un coup tu trouves quelqu'un qui a la capacité de lire tes tatouages sur ton corps et devient ami, amant, je ne sais pas. Et alors je voulais faire cette espèce de tatouage sur le corps humain et j'ai commencé à construire des formes de corps humain avec des lettres, soudées des lettres. Depuis le premier portrait que j'ai travaillé, toujours les yeux fermés, je crois que l'important, ce n'est pas la vision extérieure, mais la vision intérieure. Je crois que le grand chemin, c'est vers toi. Et je crois qu'avec les yeux fermés, tu transformes le visage en une espèce de miroir où le spectateur va se regarder. La vision de Alice Pauly, ce n'est pas une vision provinciale. Chaque endroit, c'est le centre du monde. Chacun de nous est au centre du monde.
Il n'y a pas un lieu qui est plus important d'un autre si on regarde les choses d'une façon objective. Il y a des lieux que pour des raisons économiques, politiques et sociales, ils sont plus visibles que d'autres. Mais dans ce cas, moi je crois que c'est un choix très juste. C'est un peu comme l'identité d'une personne. Quand elle est parmi une foule, on ne la voit pas, on voit la foule. Mais si elle est seule dans le paysage, on voit la personne. Alors c'est évident que d'un lieu comme Lausanne, qui a une tradition culturelle, parce qu'on ne peut pas oublier Louis Sutter, on ne peut pas oublier l'art brut, il y a beaucoup de choses qui sont passées à Lausanne, qui ne peuvent pas être comparées avec les grandes villes comme New York, Paris. Mais en même temps, c'est un lieu où la présence d'un travail comme celui d'Alice sera très visible et aussi c'est très juste parce que c'est là qu'elle a fait son travail, c'est là qu'elle a ramené des artistes, des choses qui se passaient dans le monde et les a rendus visibles dans ce lieu. Elle a travaillé pour le lieu. Elle continue à travailler pour le lieu avec sa donation. Madame Pauly est à la base du nouveau musée. Il y a une vingtaine d'années déjà, elle a lutté dans ce canton pour obtenir un nouveau musée des Beaux-Arts, tout d'abord avec une exposition, il y a une vingtaine d'années en arrière, où certaines de ses œuvres, ou pas mal de ses œuvres, étaient exposées pour faire envie aux gens. Et voilà, encore une fois, la ténacité a payé, puisque une vingtaine d'années plus tard, on a une nouvelle carte à jouer. Et on a un nouveau rôle, on a de nouveaux atouts, on a de nouvelles responsabilités, et on va, je pense, pleinement profiter de cette avalanche d'œuvres qui ont été données, dont notamment celle d'Alice Pauly. Je suis ravi de ça, très heureux de ça, parce que il a su vraiment de mériter ça.